Je me tenais sur le trottoir devant le Scripps de La Jolla, un mardi matin, tout ce qu'il y avait de plus ordinaire. Mes clés étaient dans ma main et mes yeux suivaient les portes vitrées qui s'ouvraient quand j'ai entendu des pas. Petits, hésitants, mais bien réels. Je me suis retourné. Une petite fille aux cheveux bruns courait vers moi, les bras grands ouverts, riant comme si elle venait de conquérir le monde entier. Derrière elle, un fauteuil roulant vide était abandonné sur le sol. À quelques mètres, une femme en tailleur bordeaux foncé restait figée, une main sur sa bouche, les yeux humides. Elle me regardait comme si j'étais à la fois ce qu'elle redoutait le plus et ce qu'elle espérait le plus au monde. Cette milliardaire s'est figée lorsque sa fille paralysée a couru vers moi. C'est mon histoire, et je veux la raconter depuis le début, telle qu'elle s'est réellement passée, sans passer sous silence les moments où je me suis comporté comme un idiot. Je m'appelle Cole Maddox, j'ai 34 ans. Je vivais seul dans un petit appartement d'une chambre à Barrio Logan, à San Diego, dans une rue tranquille à moins de 10 minutes à pied de la baie. Pourtant, la plupart du temps, elle me semblait bien plus loin, comme si Lo et moi vivions dans deux fuseaux horaires différents. Je n'ai pas d'enfant, j'ai eu une femme autrefois. Gwen et moi nous sommes mariés quand j'avais 29 ans. C'était une avocate brillante et ambitieuse, le genre de personne qui savait toujours exactement ce qu'elle attendait de la vie. Pendant longtemps, j'ai cru que je le savais aussi. Mais l'homme qu'elle avait épousé au tribunal n'était plus celui avec qui elle vivait 5 ans plus tard. J'ai quitté l'armée après 16 années de service. Pas parce que j'en avais assez, pas parce que j'avais échoué. Une seule mission à Ramadi avait simplement emporté quelque chose en moi, quelque chose auquel je n'ai jamais réussi à donner le bon nom. Dans les documents de la Navy, il parlait de stress psychologique cumulatif. Moi, j'appelais ça les nuits où je ne pouvais pas me coucher sans vérifier 3 fois le verrou de la fenêtre. Ils m'ont mis en congé médical prolongé, puis ils ont fini par officialiser ma sortie. Je ne me suis pas battu, je n'avais plus l'énergie de me battre. Gwen a attendu 8 mois que je redevienne celui que j'étais avant. Puis un soir, dans notre cuisine, les bras croisés, elle m'a dit « Cole, je ne peux pas continuer à aimer un homme qui reste toujours debout devant sa propre porte. Je ne lui en ai jamais voulu de l'avoir dit. » J'ai signé les papiers qu'elle avait posés devant moi, puis j'ai emménagé dans cet appartement avec 2 sacs de voyage et un matelas acheté d'occasion. Pendant ma première année loin de l'armée, je ne faisais presque rien. Je dormais mal, je courais le long de la baie à 5 heures du matin avant l'arrivée des joggeurs, puis je m'asseyais sur la digue pour regarder l'eau changer de couleur. Un matin gris, je suis tombé sur un prospectus collé à un panneau d'affichage, une formation de plomberie au San Diego City College. 18 mois de cours et de pratique. Je ne me suis pas inscrit parce que j'aimais particulièrement ce métier. Je l'ai fait parce que c'était un travail manuel, un travail qui donnait un résultat clair et visible chaque jour. Un tuyau casse, je le répare. La pression est mauvaise, je la corrige. Rien n'est flou. Après 16 années remplies de choses qui restaient vagues, peu importe combien je les regardais en face, cette clarté ressemblait à de l'oxygène. À présent, je prenais des contrats indépendants par l'intermédiaire d'un courtier appelé Allstate Contractor Group. Le travail était régulier, peu glamour, mais il était à moi. Je n'étais pas riche, mais je ne manquais de rien. Le matin, je préparais du café noir, je regardais les informations 10 minutes, puis je vérifiais ma liste de chantier. Le soir, je courais ou je m'asseyais sur le petit palier en béton devant l'immeuble avec Donna Hawkes, ma voisine de 60 ans. Elle frappait à ma porte la plupart des semaines pour me dire que son chat refusait encore de manger et me demandait si, selon moi, c'était grave. Je portais une G-Shock noire au poignet gauche tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, au travail comme ailleurs. Je l'avais achetée avant mon tout premier déploiement, à 22 ans, quand j'étais persuadé de savoir exactement à quoi ressemblerait ma vie. Elle m'avait suivi à travers 3 fuseaux horaires, 2 continents et un mariage qui n'avait pas survécu à tout ça. C'était la seule chose que je conservais de cette période. Pas par nostalgie, ni parce que j'avais besoin d'un souvenir de l'homme que j'avais été, mais parce que, contrairement à presque tout le reste de ce chapitre de ma vie, elle continuait à donner l'heure parfaitement. Je ne cherchais pas votre compassion en vous racontant cela. Beaucoup d'hommes sont rentrés de missions bien pires que les miennes et ont reconstruit des vies bien plus grandes que la mienne. Je ne suis pas là pour comparer les cicatrices. Je vous explique seulement d'où je venais, parce que cela compte pour comprendre où je suis arrivé. Une histoire comme celle-ci n'a aucun sens si vous ignorez ce que l'homme qui la raconte portait déjà sur ses épaules avant que tout commence. Il y a 18 mois, Allstate m'a confié un nouveau contrat, la rénovation complète de la plomberie d'une maison à La Jolla, le genre de quartier où les allées d'entrée sont plus longues que le salon de mon appartement. J'ai regardé l'adresse, calculé les heures estimées et accepté le travail comme j'acceptais tous les autres, sans demander le nom du propriétaire. Je ne le demandais jamais, ça ne m'avait jamais regardé. Le premier matin, j'ai monté les collines de La Jolla, je me suis garé devant un portail en fer plus haut que ma poitrine et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Une voix féminine, basse et prudente, a répondu. 1 minute. Je suis resté là, sous le soleil du matin, les mains dans les poches. Par habitude, j'ai regardé ma G-Shock. Il était 7H17. Le début ordinaire d'un travail que je pensais ordinaire, pas différent des 40 autres chantiers que j'avais réalisés cette année-là.
Je n'avais aucune idée que ce serait le jour où quelque chose allait commencer. La première chose, depuis 16 ans, qui me donnerait vraiment envie de rester quelque part au lieu de compter les heures avant de pouvoir repartir. Avec le recul, c'est ce que les gens ont toujours du mal à croire. Rien, ce matin-là, ne me semblait important. Il n'y avait aucune musique dans ma tête, aucun instinct qui me prévenait que ma vie allait bifurquer. Il y avait seulement un portail, une sonnette et une femme qui me demandait d'attendre 1 minute. J'ai appris depuis que les plus grands tournants d'une vie ne s'annoncent presque jamais. Ils arrivent simplement déguisés en mardi. Lorsque Nathalie Ashworth a finalement ouvert le portail, elle ne s'est pas présentée comme Nathalie Ashworth. Elle a seulement demandé « Vous êtes l'homme envoyé par Allstate ?» J'ai hoché la tête. Elle a ouvert le portail, m'a tendu un plan imprimé avec plusieurs pièces entourées au stylo, puis elle a indiqué une porte latérale qui menait au sous-sol. Elle portait un blazer bleu marine simple, les cheveux retenus dans un chignon bas et des chaussures plates. Rien qui corresponde vraiment à l'image qu'on se ferait de la propriétaire d'une maison comme celle-là. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'efforçait de rendre tout ce qui l'entourait parfaitement ordinaire. Je ne lui ai pas demandé son nom. Elle ne m'a pas demandé le mien. Dans mon métier, les gens ne s'en préoccupent généralement pas, et cela m'avait toujours convenu. Pendant les 3 premiers jours, nous avons à peine parlé au-delà de ce que le chantier exigeait. J'arrivais à 7 heures, je travaillais jusqu'à 17 heures, et je laissais un compte rendu détaillé près de la porte de la cuisine. Certains jours, elle le signait sans dire un mot. D'autres jours, elle déposait une bouteille d'eau fraîche sur les marches du sous-sol, sans message. Comme si elle ne savait pas si cela comptait comme une gentillesse ou comme une intrusion. Le 4e jour, j'ai rencontré Lily. J'étais agenouillé près de la piscine de rééducation du jardin, en train de vérifier la pression d'une conduite. La piscine était petite, d'un bleu pâle impeccable, et le système de chauffage se mettait en route 2 fois par jour. J'ai entendu le léger cliquetis de roues sur les dalles de pierre derrière moi. En me retournant, j'ai vu une petite fille d'environ 7 ans. Ses longs cheveux bruns tombaient librement sur ses épaules. Elle était assise dans un fauteuil roulant blanc à quelques mètres de moi, et elle me regardait sans cligner des yeux. Je ne lui ai pas dit « Oh, comme tu es mignonne ». Je ne lui ai pas offert cette pitié automatique que les gens donnent souvent sans même réfléchir. Je lui ai simplement adressé le même signe de tête que j'aurais donné à n'importe quel adulte sur un chantier. « Tu sais à combien est la pression ici ?» lui ai-je demandé. Elle a froncé les sourcils, réellement intriguée. « C'est quoi la pression ?» C'est la force avec laquelle l'eau passe dans le tuyau lorsque tu ouvres le robinet. Là, elle est à 42. Entre 40 et 60, c'est ce qu'on veut. Elle est correcte, mais je vais la monter à 45, juste pour être prudent. Elle a lentement hoqué la tête, prenant cette information très au sérieux. C'est la première fois que j'ai vu Lily sourire. Pas le sourire qu'un enfant donne quand on le félicite, mais celui qui naît lorsqu'il vient d'apprendre quelque chose qu'il trouve vraiment utile. Puis son regard a glissé vers mon poignet. « J'aime bien votre montre. À quoi sert l'aiguille orange ?» J'ai baissé les yeux vers ma G-Shock, comme je le faisais toujours sans y penser. C'est la trotteuse. Ils l'ont faite orange pour qu'on la voie encore bouger dans le noir. Elle m'a observé un instant. « Vous êtes souvent dans le noir ?» J'ai hésité un peu trop longtemps, parfois. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce jour-là. Mais à partir de ce moment, tous les après-midi vers 15 heures, Lily se trouvait par hasard près de l'endroit où je travaillais. Elle ne posait pas énormément de questions et ne restait jamais trop près. La plupart du temps, elle était là avec un livre ou un petit carnet. Puis, de temps en temps, elle me demandait quelque chose d'étonnamment technique pour une enfant de 7 ans. Je lui répondais franchement, sans simplifier les choses uniquement à cause de son âge. Elle semblait apprécier cela plus que tout ce que j'aurais pu lui offrir. Je ne savais pas que Nathalie observait chacune de ces scènes depuis une fenêtre du 2e étage. À la 3e semaine, elle a commencé à venir dehors vers midi. Au début, elle disait simplement qu'elle voulait vérifier l'avancée des travaux, ce qui était parfaitement normal pour une propriétaire. Je lui expliquais ce qui avait été terminé. Elle hochait la tête. Puis elle restait encore 5 minutes, debout là, sans poser de questions supplémentaires, à me regarder travailler. À la 4e semaine, elle est sortie avec 2 cafés au lieu d'un. « Vous le prenez noir, sans sucre ?» J'ai levé les yeux, surpris. « Comment vous le savez ?» Elle a eu un léger sourire et a incliné la tasse vers moi. Une intuition. Je ne lui ai pas demandé comment son intuition avait pu tomber aussi juste. Mais quelque part dans mon esprit, j'ai gardé ce moment sans comprendre pourquoi. À la fin de la 6e semaine, le travail prévu au départ était presque terminé. J'ai rédigé la liste des derniers éléments et estimé qu'il restait 3 jours de travail. Nathalie a lu la feuille lentement et resté silencieuse un instant, puis a dit « Vous auriez le temps de vérifier le drainage du jardin ? Je crois qu'il y a peut-être un problème, mais je n'en suis pas sûr. » J'ai vérifié minutieusement. Il n'y avait rien qui n'allait pas. Absolument rien. Je ne le lui ai pas dit. Dans le rapport, j'ai écrit « Système de drainage du jardin inspecté, ajouté au périmètre des travaux ». Quand j'ai enfin compris pourquoi j'avais fait ça, nous en étions déjà à la 8e semaine. Et je ne l'avais encore dit à personne, surtout pas à moi-même. Autrefois, j'étais le genre d'homme capable de nommer exactement ce qu'il faisait et pourquoi, à chaque minute de chaque opération.
Cela m'a déstabilisé de comprendre que j'avais perdu cette capacité quelque part entre la piscine de rééducation et le comptoir de la cuisine, et que je n'avais pas particulièrement envie de la retrouver. 2 mois après le début du chantier, Nathalie a cessé de passer par Allstate et a commencé à m'écrire directement sur mon numéro personnel. Son premier message disait « Êtes-vous libre jeudi après-midi ? J'aurais quelques petites choses à vous demander. » J'ai répondu que oui. Je n'ai pas demandé comment mon numéro s'était retrouvé enregistré dans son téléphone, même si la question m'a traversé l'esprit plus d'une fois. Avec le recul, ces premiers jeudis paraissent terriblement ordinaires. Pas de bougies, pas de grandes déclarations, rien qu'on aurait placé dans une bande-annonce. Seulement 2 personnes prudentes, assises à un comptoir, polies l'une envers l'autre, dans une maison trop grande pour le silence qui y régnait. Pourtant, ces jeudis après-midi sont devenus la seule chose de ma semaine que j'attendais avec impatience, sans oser me l'avouer. Nous buvions du café et parlions de choses qui n'avaient rien à voir avec la plomberie. Elle m'a demandé où j'avais grandi et je lui ai répondu « En Virginie, dans une petite ville sans rien de remarquable ». Je lui ai demandé ce qu'elle avait étudié. Elle m'a dit qu'elle avait d'abord étudié les sciences, puis qu'elle s'était tournée vers la gestion à cause des circonstances, sans préciser lesquelles. Aucun de nous n'a insisté. Aucun de nous n'a demandé à l'autre plus que ce qu'il était prêt à offrir. Un après-midi, Lily est entrée dans la cuisine en fauteuil roulant. Elle nous a regardés tous les deux, puis a regardé Maggie-Shock et enfin sa mère. Sans rien dire, elle a fait demi-tour et est repartie. Nathalie l'a suivie du regard. À cet instant, quelque chose a traversé son visage, quelque chose que je ne savais pas nommer, mais que je n'ai jamais oublié. Aujourd'hui, je sais ce que c'était. C'était de l'espoir. Un espoir qu'elle cachait avec soin depuis très longtemps. Replié sur lui-même, enterré si profondément que même elle avait probablement oublié comment le déplier. Et moi, un homme entraîné à reconnaître le danger au plus petit changement dans la posture de quelqu'un, je n'ai jamais remarqué ce qui se trouvait juste devant moi chaque jeudi après-midi. Je pouvais repérer une menace à 200 mètres. Mais je n'ai pas vu ce qui était assis à moins d'1 mètre de moi, de l'autre côté d'un comptoir de cuisine. La seule explication que j'ai trouvée, c'est que je ne cherchais pas ça. Je n'avais jamais été entraîné à remarquer qu'une personne tombait amoureuse de moi. J'avais seulement appris à voir les gens qui voulaient me faire du mal. Et Nathalie n'avait jamais ressemblé à cela. Pas une seule seconde. Il y a un jeudi, vers le 5e mois, auquel je pense encore plus qu'aux autres. Il avait plu ce matin-là, beaucoup pour San Diego. Lorsque je suis arrivé, le jardin sentait l'eucalyptus mouillé et l'herbe fraîchement coupée. Nathalie m'attendait à la porte avec une serviette avant même que j'en demande une. Lily était installée près de l'entrée avec une pile de fiches qu'elle avait fabriquées elle-même. Elle me faisait réciter les chiffres de pression d'eau comme si elle me préparait à un examen. J'ai répondu volontairement faux à toutes les questions, juste pour l'entendre me corriger. Nathalie restait dans le couloir, les bras croisés, avec cette douceur dans les yeux que je rangeais encore dans un coin de ma tête sans vraiment la comprendre. Comme le café, comme les bouteilles d'eau, comme le drainage inexistant. J'ai recroisé Gwen un lundi matin, 10 mois après le début du chantier à La Jolla. Elle se tenait devant un café appelé Catalina, sur Kettner Boulevard, au centre-ville. Un latte dans une main. Elle me regardait comme si elle savait déjà quel chemin j'allais prendre pour rejoindre mon camion. Je me suis arrêté, surtout parce qu'il n'y avait plus vraiment d'autre option, Cole. Ça fait longtemps, Gwen. Nous sommes entrés prendre un café. Elle m'a raconté qu'elle avait ramené son cabinet à San Diego et qu'elle faisait du conseil juridique pour une grande entreprise. Sans me donner de nom, je ne lui ai pas demandé lequel. Nous avons parlé 15 minutes de choses sans importance, d'anciens amis, d'anciennes adresses. Puis, presque négligemment, elle a dit « J'ai entendu dire que tu travaillais à La Jolla, en ce moment. Une grande maison. J'ai posé ma tasse sur la petite table métallique entre nous. Qui t'a dit ça ?» San Diego est une petite ville, Cole. Tu le sais mieux que personne. Je n'ai rien répondu. Je me suis levé, j'ai posé 5 $ sur la table et je suis parti sans me retourner. 2 semaines plus tard, Gwen a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle m'a alors écrit « Tu dois m'écouter. Pas à cause de nous. Parce que tu es manipulé et je pense que tu mérites de le savoir. » J'ai supprimé le message sans répondre. La semaine suivante, un homme que je ne connaissais pas, Marcus Tan, m'a appelé depuis un numéro inconnu. Je ne savais pas encore qu'il était l'assistant de Nathalie. Il est resté bref et professionnel. Quelqu'un cherchait des informations sur Nathalie en passant par des personnes liées à moi, et il estimait que je devais le savoir. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, sans savoir quoi en penser. Cette nuit-là, j'ai regardé longtemps le nom de Gwen dans mes contacts. Puis, contre mon bon sens, je l'ai rappelé. Cette fois, elle est venue directement chez moi plutôt que de me proposer un lieu neutre. Elle portait un blazer gris, les cheveux détachés autour des épaules et un sourire qui n'atteignait jamais réellement ses yeux. « Je n'essaye pas de te faire du mal, Cole. Je veux juste te dire la vérité. Pour une fois, alors dis-la. » Elle s'est assise sur mon canapé comme si elle avait encore tous les droits de le faire. Cette femme à La Jolla ? Nathalie Ashworth, la PDG d'Ashworth Biomedical. Sa fortune est estimée à environ 2,4 milliards de dollars. Tu ne le savais vraiment pas ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je doutais d'elle. Pendant une seconde, j'étais de nouveau à ce comptoir de cuisine, à penser à tous nos jeudis après-midi, à chaque fois où Nathalie avait dit
Je travaille dans la gestion, puis n'avais rien ajouté. Moi aussi, j'avais laissé beaucoup de choses inexpliquées. Aucun de nous n'avait forcé l'autre à parler davantage. Gwen a poursuivi, sa voix douce et légère, chaque mot posé exactement là où elle voulait qu'il fasse mal. Et tu sais ce qu'elle sait de toi? Tout, Cole. Ton dossier de SEAL, tes années de service, la raison exacte de ta réforme, le nom de ton unité. Son enquêteur privé est rapide. J'ai vu le rapport moi-même. La pièce est devenue silencieuse. Dehors, la pluie frappait de plus en plus fort contre la fenêtre. Un bruit fin et régulier dont je me souviens presque davantage que de tout ce que Gwen a dit cette nuit-là. Où as-tu vu un rapport pareil? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que depuis le 6e mois de ce chantier, elle sait exactement qui tu es, dans les moindres détails. Et pendant tout ce temps, elle ne t'a jamais posé une seule question directe là-dessus. Je regardais la fenêtre. Une pluie légère tombait sur San Diego. Cette pluie rare qui ressemble à une brume et ne semble jamais vraiment mouiller quoi que ce soit. Je pensais à Nathalie assise face à moi, les mains autour de sa tasse, me demandant où j'avais grandi alors qu'elle avait peut-être déjà toutes les réponses dans un dossier fermé à clé. Elle t'utilise pour rendre sa fille heureuse, Cole, a dit Gwen en se levant lentement. Pour Lily, tu es juste quelqu'un de familier auquel elle peut s'accrocher. Rien de plus. Je n'ai rien répondu. Gwen a quitté l'appartement. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté longtemps seul dans mon salon. Plus longtemps que je ne me l'autorisais généralement avec quoi que ce soit. Ma G-Shock indiquait 23H17. Je regardais la trotteuse orange tourner encore et encore, et je pensais à Lily qui m'avait demandé si j'étais souvent dans le noir. Je pensais à ma réponse. Parfois. Je n'avais pas tenté de l'adoucir. Je n'avais pas cherché à la protéger de la vérité. J'avais toujours cru que l'honnêteté dans les petits moments sans défense était ce qui comptait le plus. Et là, je me demandais pour la première fois si Nathalie avait été honnête avec moi, ou si j'avais simplement voulu croire qu'elle l'était. C'est une sensation étrange et écœurante que de douter d'une personne qu'on n'a connue que prudente et gentille. Je n'aimais pas la vitesse avec laquelle le doute s'était enraciné en moi, ni la facilité avec laquelle 16 années de méfiance et d'entraînement revenaient prendre le dessus sur quelques mois de bonheur. Cette nuit-là, j'ai écrit à Nathalie. J'ai besoin de prendre mes distances pendant quelque temps. Alstat enverra quelqu'un d'autre pour finir les travaux. Elle n'a pas répondu immédiatement. 12 longues minutes sont passées avant que mon téléphone s'allume enfin. D'accord, alors. C'était tout. Pas de questions. Pas de tentative d'explication. J'ai éteint l'écran et posé le téléphone face contre table. Les 3 semaines suivantes ont été les 3 semaines les plus lourdes et les plus silencieuses que j'avais connues depuis mon départ définitif de l'armée. Je dois être honnête, c'est le moment où je ne suis pas très glorieux dans cette histoire. Pendant ces 3 semaines, je me répétais que je me protégeais, que prendre mes distances était la décision intelligente, disciplinée, celle qu'un homme prudent prend lorsqu'il pense avoir été manipulé. Mais ce n'était pas de la discipline, c'était de la peur déguisée en discipline. J'avais laissé entrer une seule personne dans ma vie depuis Gwen, et dès que j'avais eu une raison de douter d'elle, j'avais fui, comme je fuyais tout ce que je ne pouvais pas entièrement contrôler. Je suis resté loin de la Jolla. À la place, j'ai accepté davantage de travail. Un immeuble de North Park avait besoin du remplacement complet de son système d'eau chaude, étage après étage. Un travail lourd, répétitif, exactement le genre de travail qui convient à un homme qui ne veut pas réfléchir à ce qu'il ressent. Le mardi matin de la 4e semaine, Donna a frappé à ma porte à 6h30, plus tôt qu'elle ne l'avait jamais fait. « Cole, est-ce que tu pourrais m'emmener au script ce matin? J'ai rendez-vous à 8h pour un simple contrôle, mais ma voiture refuse de démarrer. » Elle se tenait devant moi avec son petit dossier médical sous le bras. Elle avait 60 ans et s'apprêtait à y aller seule. J'ai attrapé ma veste près de la porte. Allons-y. J'attendais Donna dans le hall principal du Scripps Memorial Hospital de la Jolla. J'étais assis sur l'une de ces chaises en plastique dures fixées au sol, sous une lumière blanche et froide. L'odeur légère d'antiseptique flottait dans l'air. J'ai regardé mon téléphone, sans rien trouver d'important. Puis j'ai levé les yeux vers de grandes portes vitrées qui donnaient sur une cour intérieure. Et les portes se sont ouvertes. Nathalie est entrée la première, poussant devant elle un fauteuil roulant. Lily y était assise, les cheveux attachés en queue de cheval, vêtue d'une robe blanche couverte de petites fleurs roses. Quelque chose a poussé Lily à relever la tête à cet instant précis. Elle m'a vu à travers les vitres. Ses yeux se sont agrandis, puis son regard est tombé sur mon poignet, où la G-Shock attrapait la lumière. Ensuite, elle s'est levée du fauteuil, pas lentement, pas avec hésitation. Elle s'est levée comme quelqu'un qui s'était entraîné en secret, encore et encore, des centaines de fois, et qui avait décidé que ce serait la première fois qu'elle le ferait devant une personne qui comptait vraiment. Ses pieds nus ont touché le sol de pierre, puis Lily a commencé à marcher, de petits pas tremblants mais entièrement réels, droit vers moi. Les bras écartés, elle riait plus fort que tout ce que j'avais entendu pendant les 3 semaines silencieuses qui venaient de s'écouler. Nathalie s'est complètement figée derrière elle. Une main est montée jusqu'à sa bouche. Je me suis avancé à travers les portes. Je me suis baissé et j'ai attrapé Lily dans mes bras, doucement mais fermement. Comme on attrape quelque chose qu'on n'a tout simplement pas le droit de laisser tomber. « Tu l'as fait ?» ai-je murmuré contre ses cheveux.
Je savais que vous seriez là, a dit Lily, le visage enfoui contre mon épaule. Je ne comprends toujours pas entièrement comment elle le savait. Mais elle avait raison. Elle avait été dans le vrai avant même que je comprenne moi-même où je voulais être. J'ai levé les yeux au-dessus de sa tête. Nathalie se tenait à environ 3 mètres. Ses yeux étaient rouges, elle ne disait rien. Pour la première fois, nous nous regardions sans le masque poli d'un contrat de travail ou d'un café du jeudi entre nous comme un mur. Lily a accepté que je l'accompagne jusqu'au cabinet du docteur Jablonski. Quand tout a été terminé et que Donna était déjà retournée attendre dans le hall, Nathalie et moi nous sommes retrouvés seuls dans le couloir. « Tu sais que j'ai fait enquêter sur toi », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Elle me regardait droit dans les yeux. Je sais. J'ai hoché la tête une fois. Je suis désolé de ne jamais te l'avoir dit en face. Elle s'est arrêtée, a baissé les yeux vers la G-Shock à mon poignet, puis a relevé le regard. J'avais peur que tu penses que je ne m'intéressais à toi qu'à cause de ce qui était écrit dans ce dossier. Et je ne supportais pas l'idée que tu puisses croire ça. J'ai attendu un instant que ces mots trouvent leur place. Alors pourquoi tu tiens à moi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit doucement. Parce que tu es la seule personne qui ait regardé Lily comme une enfant ordinaire dès le premier jour. Je n'ai jamais eu besoin de t'expliquer quoi que ce soit. J'ai regardé le sol du couloir, puis je l'ai regardé de nouveau. Je ne suis pas en colère parce que tu sais qui je suis. J'avais seulement besoin de comprendre pourquoi tu ne m'avais jamais demandé directement. Tu comprends maintenant? Oui, ai-je répondu. Maintenant, je comprends. Nous sommes restés là encore un moment dans ce couloir silencieux, sans que l'un de nous ait envie de rompre le silence. Puis la voix de Donna est arrivée depuis le hall. « Cole, tu es prêt à partir ?» Je me suis tourné pour rejoindre Donna, puis je me suis arrêté. « Tu es libre jeudi soir ?» Nathalie m'a regardé longtemps. Cette fois, elle ne cachait plus rien. Je suis libre. Ce jeudi soir-là, Nathalie a préparé des pâtes dans sa propre cuisine. Pas des pâtes de restaurant. De simples pâtes, un peu trop salées, avec une sauce sortie d'un pot acheté au supermarché. J'ai terminé toute mon assiette sans ralentir. Lily était assise à côté de moi, occupée avec son propre bol. Elle me regardait parfois comme si elle observait une expérience importante qui se déroulait en direct. « Vous aimez ?» a-t-elle demandé. « C'est bon. Ta mère a mis trop de sel. Moi, j'aime quand c'est salé. » Lily a hoché la tête très sérieusement et a lancé à sa mère un regard qui voulait dire « Tu vois, je te l'avais dit. » Nathalie a baissé les yeux, légèrement gênée. Mais derrière cette gêne, il y avait quelque chose d'autre que, pour la première fois, je me suis autorisé à reconnaître. Du bonheur. Ce fut le premier de dizaines de jeudis soirs qui s'étaleraient au cours de l'année suivante. Je me souviens d'être rentré chez moi, les vitres baissées, l'air salé venant de la route côtière. Vers le 3e feu rouge, j'ai réalisé que je n'avais vérifié ni serrure ni verrou de fenêtre depuis que j'avais quitté mon appartement. C'était une chose minuscule. Personne ne l'aurait remarqué en me voyant conduire. Mais moi, je l'ai senti tout le trajet, comme on remarque soudain l'absence d'un mal de tête qu'on avait fini par ne plus remarquer. 3 mois après cette matinée à l'hôpital, nous ne parlions toujours pas de rendez-vous amoureux. Nous n'avions donné aucun nom à ce qui existait entre nous. Je venais le jeudi et parfois le samedi. De temps en temps, Nathalie emmenait Lily manger une glace sur Girard Avenue, à la Jolla. J'arrivais un peu plus tard, comme par hasard. Mais tous les trois, nous savions que ce n'était jamais vraiment un hasard. Cette période avait un rythme que je n'avais jamais connu auparavant. Pas une fois en 16 ans d'une vie organisée par les exigences des autres. Les dîners du jeudi. Les samedis occasionnels. Une blague récurrente entre Lily et moi pour savoir qui pouvait citer le plus de capital d'État américain. Elle gagnait de plus en plus souvent. Je me suis surpris à attendre les mardis ordinaires uniquement parce qu'ils me rapprochaient de 2 jours du jeudi. Je n'avais pas attendu quelque chose aussi simplement depuis bien trop longtemps. Lily progressait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Elle arrivait désormais à faire 10 pas d'affilée sans s'accrocher à quoi que ce soit. Le docteur Jablonski a dit très clairement à Nathalie « Sa récupération dépasse toutes nos projections. Il y a une motivation qui la pousse et que je ne peux pas expliquer complètement. » Nathalie m'a répété ces mots un soir calme. Sa voix restait stable, mais sa main serrait une tasse de café qu'elle ne buvait même pas. Le docteur ne sait pas quelle est cette motivation, a-t-elle soufflé. Moi, je crois que je le sais. Nous nous sommes regardés à travers la table. Nous n'avons rien ajouté, nous n'en avions pas besoin. Marcus Tan m'a appelé une fois de plus durant cette période. Cette fois, il s'est présenté convenablement. Il m'a expliqué qu'il avait essayé de prévenir Nathalie au moment où il avait compris ce que Gwen faisait. Il s'est excusé pour la complexité de toute cette histoire. Je lui ai répondu qu'il n'avait rien à se faire pardonner. Il a ri, et j'ai entendu dans son rire quelque chose qui ressemblait à du soulagement. J'ai appris plus tard, simplement parce que San Diego était aussi petite que Gwen l'avait toujours affirmé, qu'elle avait été licenciée de Ventex Corp. L'entreprise cherchait discrètement à acquérir certains droits de propriété intellectuelle d'Ashworth Biomedical. Mais Nathalie avait pris les devants et renforcé les protections avant que cela ne devienne réellement dangereux pour son entreprise. Gwen a perdu son poste de consultante peu après. Elle est repartie vivre à Los Angeles. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, et j'ai compris que cela ne me manquait pas. Je ne prétendrai pas n'avoir rien ressenti quand je l'ai appris. J'avais partagé 5 ans de ma vie avec elle,
Il n'existe pas de manière nette ou propre de ressentir la chute de quelqu'un avec qui on a autrefois construit une vie, même lorsqu'il a mérité les conséquences de ses choix. Mais ce fut une émotion faible. Elle est passée vite, et elle ne m'a jamais fait remettre en question l'endroit où je voulais être. 6 mois après la matinée de l'hôpital, j'ai déménagé mes outils et mes affaires de mon appartement de Barrio Logan en un seul week-end. Je ne suis pas allé vivre à La Jolla. J'ai loué un appartement plus petit à Kearny Mesa, plus près du centre-ville et plus facile d'accès depuis tous mes chantiers. Donna m'a regardé partir depuis le trottoir avec une boîte de macarons achetée à la boutique du coin. Tu as moins l'air d'un homme qui s'efforce de retenir quelque chose qui se brise, tu sais? Je lui ai demandé à quoi je ressemblais avant tout ça. Elle a réfléchi un instant. À quelqu'un qui attendait qu'on lui donne enfin la permission de se reposer. Maintenant, tu as l'air de quelqu'un qui l'a vraiment reçu. Un mois plus tard, Lily m'a posé une question sans prévenir. L'aiguille orange de votre montre, elle a un nom à elle? Non. C'est simplement une trotteuse, comme les autres. J'en veux une pareille. J'ai réfléchi un peu plus longtemps que sa question ne le demandait. La semaine suivante, je suis arrivé avec une montre pour enfants. Ce n'était pas exactement une G-Shock, mais elle avait le même design simple et la même trotteuse orange vif qui tournait sur le cadran. Je l'ai déposée sur la table devant Lily, sans grand discours. Elle a regardé la montre un long moment. Puis elle m'a regardé, avant de tourner les yeux vers Nathalie près du comptoir. Nathalie n'a pas dit un mot. Elle a seulement posé doucement sa main sur mon épaule. C'était la première fois qu'elle me touchait volontairement, et non par accident en passant. Sa main est restée là une seconde entière avant de se retirer. Je ne me suis pas tourné vers elle à ce moment-là. Pourtant, j'ai senti ce contact rester avec moi toute la soirée, longtemps après qu'elle soit retournée débarrasser la table. 1 an après cette matinée à l'hôpital, Lily marchait sans soutien dans presque toutes les situations. Le docteur Yablonski a parlé d'une récupération exceptionnelle, la meilleure qu'elle ait vue depuis des années. Le fauteuil roulant était toujours dans la maison, pour les journées fatigantes, les longues sorties, ou les moments où ses jambes avaient simplement besoin de repos. Lily ne le détestait plus comme avant. Elle avait commencé à l'appeler « mon véhicule de secours ». Nathalie et moi n'avons jamais eu une conversation officielle pour définir ce que nous étions l'un pour l'autre. Un soir d'octobre, nous étions assis sur la terrasse qui surplombait la côte de La Jolla. L'air du soir apportait l'odeur du sel. Nathalie s'est tournée vers moi. « Est-ce que tout ça ne te semble jamais étrange ? Étrange comment ? Tu es plombier. » Elle s'est arrêtée, choisissant soigneusement ses mots. « Je dirige une entreprise qui vaut plus que la plupart des petits pays, et tu dis que ça fait une différence entre nous ?» Nathalie a vraiment pris le temps de réfléchir. Puis elle a répondu « Non, je dis que ça n'a aucune importance. Pas même un peu, j'ai regardé l'eau sombre. » Les lumières de quelques bateaux lointains scintillaient à la surface, montant et descendant avec les vagues. Pour moi non plus. Ce fut la première et la seule fois où nous avons parlé à voix haute de la différence entre nos deux vies. Nous n'avons plus jamais ressenti le besoin d'en reparler. Je pense souvent à cette conversation sur la terrasse. Pas seulement à cause de ce que nous avons dit, mais à cause de la facilité avec laquelle cela a été dit. Il n'y avait aucune mise en scène. Aucun besoin de rassurer l'autre. Seulement 2 personnes assises dans le noir, observant les lumières sur l'eau, qui acceptaient sans cérémonie que ce que les autres auraient appelé un fossé n'en avait jamais été un pour nous. Aujourd'hui, les gens me demandent parfois, maintenant qu'ils connaissent toute l'histoire, si je ferais les choses autrement. Est-ce que j'accepterais le chantier plus vite? Est-ce que je poserais à Nathalie les questions difficiles plus tôt? Est-ce que j'éviterais les 3 semaines où j'ai fait souffrir Nathalie et moi-même à cause de ce que Gwen m'avait dit dans mon salon? J'ai réfléchi honnêtement à cette question plus d'une fois, et la réponse à laquelle je reviens toujours est non. Pas parce que ces semaines ne nous ont rien coûté. Elles nous ont coûté quelque chose. Mais je ne crois pas que Nathalie et moi aurions pu croire à ce que nous avons trouvé de l'autre côté si nous n'avions pas d'abord traversé le doute chacun de notre côté. En repensant à tout cela, il y a une vérité simple qui revient toujours. Personne n'a tout fait correctement dans cette histoire. Pas un seul de nous, même pas de près. Nathalie aurait dû me demander directement dès le début. J'aurais dû comprendre bien plus tôt ce qu'elle cachait silencieusement. Et aucun de nous n'aurait dû avoir besoin de Gwen, une femme qui ne voulait réellement le bien de personne à part elle-même, pour nous obliger à nous dire enfin la vérité. Mais j'en suis venu à croire que certaines histoires doivent parfois se dérouler ainsi. Il y a une chose dont je suis absolument certain. Dans ce couloir du Scripps, quand j'ai vu une petite fille se lever de son fauteuil roulant et courir droit vers moi parce qu'elle avait reconnu la trotteuse orange au poignet d'un homme en qui elle avait confiance de tout son cœur, il n'y avait aucun calcul, aucune stratégie, aucune enquête de fond qui avait la moindre importance. Pas pour elle. Pas pour moi. Il y avait seulement une enfant qui savait déjà exactement qui la rattraperait si elle tombait. 16 ans d'entraînement m'avaient appris une centaine de façons de protéger des personnes qui ne me l'avaient jamais demandé. Il aura fallu une petite fille qui se levait d'un fauteuil roulant pour m'apprendre ce que cela faisait d'être nécessaire à quelqu'un qui vous choisit de son plein gré. Et je crois maintenant que c'est cela que Nathalie avait vu en moi bien avant que je réussisse à le voir moi-même. La G-Shock est toujours à mon poignet aujourd'hui, comme elle l'a toujours été. Lily porte toujours sa petite montre à trotteuse orange.
Et ce jeudi matin précis, Nathalie prépare du café dans la cuisine pendant que Lily compte ses pas à voix haute, depuis sa chambre jusqu'au couloir, en essayant de battre le record de la semaine précédente. J'entends ses pas d'ici. Petit, régulier, réel. Si vous avez déjà pensé que la bonne personne trouverait toujours un moyen de vous faire comprendre ce qu'elle ressent, cette histoire vous fera peut-être y réfléchir à deux fois. Parfois, cette personne se tient devant vous depuis le début. Elle attend simplement que vous soyez tous les deux enfin prêts à le dire à voix haute. Auriez-vous pu pardonner en apprenant la vérité de la bouche de la mauvaise personne, comme je l'ai finalement fait? Et quel objet, quelle habitude ou quel petit moment discret vous a déjà réellement relié à la personne qui comptait le plus pour vous? Si cette histoire vous a touché ce soir, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine, et écrivez votre réponse en commentaire. Je les lis tous, je vous le promets.